Bonjour à tous et à toutes sur ce troisième épisode du podcast du Comité d'innovation pour l'enfance, ou version courte CIE, association qui a pour objectif de parler et discuter de thématiques liées à l'éducation, la jeunesse ou la protection de l'enfance. Donc à ce titre aujourd'hui, on va se poser la question sur comment les transports affectent l'insertion des jeunes en réalité, car si les transports concernent en majorité les plus jeunes, de 15 à 25 ans, car plus susceptibles de les prendre, les difficultés relatives à ces derniers affectent différemment les jeunes en milieu rural par rapport aux jeunes en milieu urbain. À titre d'exemple, leur coût mensuel s'élève à 307 € en milieu rural contre 528 € en milieu urbain, ce qui témoigne aussi d'une fracture économique en la matière. 38% des jeunes en milieu rural, toujours selon la Cour des comptes, ont déjà refusé un entretien d'embauche du fait de difficultés d'accès à un transport. Et enfin, les trajets sont en moyenne 42 minutes plus longs concernant les jeunes en milieu rural. Donc à ce titre, on va s'interroger aujourd'hui sur comment les transports en commun sont un levier pour une meilleure insertion des jeunes en ruralité. Et donc à cet effet, j'accueille aujourd'hui Armand Chevalier. Bonjour Armand. Bonsoir. Ancien membre du CRJ de la région Centre-Val de Loire et de la commission transport, et également ancien étudiant ayant réalisé son mémoire sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse, avec une focale sur Argenton-sur-Creuse. Exactement. Merci d'être venu. Et nous accueillons également Gurvan Juda, historien de formation et conseiller départemental au sein du département de Seine-et-Marne. Bonjour Gurvan, merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Chloé Pétal, bonjour Chloé. Bonjour. Professeure autour de la mobilité et de l'aménagement du territoire, également autrice aux éditions Bordelot sur la question du ferroviaire en France. Tout à fait, merci pour votre invitation. Merci à toi d'être venu. Donc, on peut commencer le podcast par une phase d'explication de la situation. Et pour ce faire, quels sont dans vos territoires respectifs les difficultés rencontrées et qui peuvent expliquer notamment le recours massif aux moyens de transport individuel, à savoir la voiture. Alors, si Chloé, tu veux commencer. Du coup, moi, je vais plutôt pas forcément évoquer un territoire en particulier, mais la totalité du territoire français. Aujourd'hui, il est vrai que dans les zones rurales, ce qui est le moyen de transport qui est massivement utilisé, c'est la voiture. Les transports collectifs sont quand même concentrés autour des grandes métropoles. On prend l'exemple du métro finalement autour de Paris qui est très développé, et versus on compare avec un territoire beaucoup plus rural où en termes de transport en commun on a très peu d'offres, des fermetures de lignes ferroviaires, du transport à la demande, mais en fait c'est pas tout à fait efficace pour constituer une vraie politique de mobilité. Donc on a globalement une seule solution qui est l'utilisation de la voiture individuelle. Donc ça c'est quand même le constat aujourd'hui, et ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà l'essor quand même de l'utilisation de la voiture individuelle dans les années, au siècle précédent, qui était quand même un vrai changement de méthode, une forme de révolution quand même dans les déplacements, même si on se rend compte aujourd'hui finalement que pour des raisons écologiques notamment, c'est pas tout à fait adapté. Et aussi ce qui a fait en sorte qu'on n'ait pas développé aussi massivement par exemple le transport ferroviaire dans les territoires, c'est tout simplement parce qu'on a concentré la politique et les investissements dans ce qu'on appelle, dans le TGV, donc ce qu'on appelle la politique du tout TGV, où finalement on a mis énormément d'argent sur ces lignes-là, avec la révolution du TGV aussi, le fait que c'est des lignes très rentables, mais du coup on a beaucoup, voire complètement délaissé les petites lignes du territoire, donc ce qu'on appelle le réseau structurant, en fait, globalement c'est les lignes TER, où se concentrent quand même les déplacements du quotidien. Donc qui dit baisse d'investissement dans la modernisation et la rénovation, dit fermeture de lignes, ou alors problème des retards, problème de circulation. Donc quand vous avez un rendez-vous, vous allez utiliser votre voiture parce que c'est beaucoup plus fiable. Et voilà, ce seraient les raisons, moi le constat que je poserais aujourd'hui sur la question. D'accord, merci. C'est vraiment tu veux... Oui, je rejoins tout à fait Chloé sur ce constat-là. C'est vrai que si je peux l'appuyer un petit peu sur ma région, moi je suis originaire de région centre, et je suis d'Indre-et-Loire, mais j'ai fait un mémoire sur la gare d'Argenton-sur-Creuse qui est dans l'Indre. Donc c'est un territoire vraiment enclavé entre Châteauroux et Limoges, et là-bas on voit bien toutes les problématiques, et c'est vrai que comme tu l'as dit, la non-régénération du réseau pendant des années, ça va occasionner des retards, des pannes, parce qu'on a aussi le matériel roulant, mais il y a des travaux qui sont en cours, ce qui revient donner une nouvelle couche à ce frein à la mobilité, et on le voit avec des gens qui vont jusqu'à Paris, qui préfèrent aujourd'hui prendre la voiture, donc pas forcément par choix, mais par nécessité, parce qu'il n'y a pas forcément de train, ou alors les horaires ne correspondent pas. Pour le travail, ils ne sont pas sûrs d'arriver à l'heure, donc voilà, ça devient des contraintes. Donc ça va mettre du temps à se régénérer, même si c'est une politique qui est en cours. Mais on voit bien des problèmes qui vont durer pendant quelques années, plusieurs décennies, et qui constituent des vrais freins, et en particulier pour les jeunes. Tout à fait, merci. Oui, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il y a plusieurs points. D'abord, il y a une dimension géographique en fait.
déjà. En zone rurale, on a un habitat qui est dispersé, on n'a pas une continuité urbaine, on n'a pas un habitat qui est dense. Donc c'est-à-dire que les services publics, les lycées, les hôpitaux, les commerces sont éloignés les uns des autres. Donc il y a une obligation de prendre la voiture. Ou alors, il faut des transports entre ces différentes zones. Et c'est là où on voit le deuxième point, c'est que il y a, en tout cas moi je viens de Seine-et-Marne, plutôt dans la partie est, nord-est du département de Seine-et-Marne, qui est plus rural, hein, c'est un département qui est assez contrasté. Effectivement, il y a très peu de réseaux de bus, sans même parler de trains, qui relient les différents points du département, les différents centres-bourgs, c'est-à-dire des agglomérations de 10-15 000 habitants, où se concentrent à la fois l'emploi, à la fois les services, etc. Et donc la voiture devient obligatoire. Le troisième point, c'est une question d'aménagement du territoire. On a des zones habitées, avec des zones pavillonnaires, ça s'est développé au siècle dernier, et puis ensuite il y a des zones d'activité qui sont là en périphérie des villes, ou en périphérie effectivement de ces gros centres-bourgs. Donc il y a aussi cette question-là. Et ensuite, un autre point, et ça on en reparlera j'imagine plus longtemps dans la suite du podcast, c'est qu'on a une offre qui est parfois, assez souvent, aux zones rurales. D'abord il y a eu des fermetures de lignes comme Chloé l'a dit, mais on a aussi une offre qui est difficile et des problématiques de difficultés dans les transports, notamment pour rejoindre Paris. Et ça rejoint mon dernier point qui est le suivant, c'est que aujourd'hui c'est le tertiaire en France. L'industrie n'est plus ce qu'elle était, l'agriculture non plus, la majorité des emplois, même en zone rurale, parce que zone rurale on pense agriculture, la majorité des emplois en zone rurale c'est du tertiaire. Et le tertiaire c'est où? C'est dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, dans ces zones d'activité, ou alors sur Paris. Et donc là, effectivement, la voiture devient obligatoire. Et donc, pourquoi en fait une situation, quels sont les freins structurels ou les difficultés en fait de coordination entre différents niveaux de décision, par exemple, qui pourraient expliquer ce développement un peu ralenti en zone rurale des transports? Vraiment, tu veux commencer. Oui, je pense qu'il l'a dit dans les freins structurels, on a eu une politique tout d'abord de tout voiture, ce qui a marginalisé le train. Et lorsque le train a été un peu relancé, tout s'est construit sur le TGV, ce qui a fait un manque d'investissement sur les petites lignes, les moyennes lignes, et donc au détriment des usagers. Aujourd'hui, on voit que ça change, et les pouvoirs publics, je pense, ont saisi ces freins-là et ont compris qu'il fallait vraiment réinvestir une politique dans le ferroviaire qui soit à la fois... Il faut continuer le TGV, hein, mais il n'y a plus que ça aujourd'hui. On pense à la régénération des petites lignes, on pense aux lignes moyennes qui structurent le territoire, comme tu l'as dit, et je pense que c'est un nouvel élan qui est en train de débuter et qui va pouvoir répondre à tous ces freins-là qui doivent s'adapter aussi à une mutation de la société, comme tu l'as dit, avec le tertiaire qui se développe et de nouveaux modes de vie qui nécessitent des moyens de transport plus rapides, plus fiables entre les bassins de vie et les bassins d'emploi. C'est Urbain, tu veux rebondir? Oui, je suis totalement d'accord. J'ai lu il y a quelques années un ouvrage de M. Vermeuren sur la métropolisation, et c'est exactement ce qu'il explique. Il y a eu, fut un temps au siècle dernier, la volonté en France de dire qu'il faut des métropoles d'équilibre. On a concentré, aujourd'hui on a 12 métropoles, là où se concentre l'emploi et effectivement le réseau ferroviaire français. Mais ça date de Napoléon III, ça date du Second Empire. Quand on regarde, et Chloé connaît très bien ça, c'est une forme de toile d'araignée qui part de Paris, aujourd'hui qui relie les métropoles. Et effectivement, tout TGV et des fermetures locales, alors pour plein de raisons, hein, parfois pour des raisons économiques, on pourrait en revenir aussi parce qu'elles n'étaient plus assez rentables, mais effectivement, il y a aussi un aspect plus politique là-dessus, c'est que ça crée de la crispation. Moi j'ai un exemple très concret, chez moi en Seine-et-Marne, c'est la fermeture de la ligne de transport qui reliait Coulommiers, commune de 15 000 habitants, qui est reliée à Paris via le Transilien, la ligne P en l'occurrence, jusqu'à la Ferté-Gaucher, qui est une commune un peu plus à l'est, de 5 000 habitants. Depuis 20 ans, il n'y a plus de train. Et effectivement, il y a des bus de remplacement qui fonctionnent relativement bien, mais ça crée de la crispation. Et un dernier point, c'est aussi la question politique que ça crée derrière. J'ai été frappé il y a quelques années par la lecture de l'Archipel français de Jérôme Fourquet, qui montrait un graphique qui corrélait le vote RN à la distance qu'ont les habitants avec un moyen de transport. Et effectivement, plus c'est éloigné, mais ça correspond parfaitement, c'est assez effarant ce graphique, plus on est éloigné d'un moyen de transport en kilomètres, plus le vote RN est haut. Et j'ai comparé avec l'affaire des Gauchers, effectivement, à l'époque, où le vote RN atteint maintenant presque 50% au premier tour, la circonscription est RN, la 4e de Seine-et-Marne en l'occurrence, celle de Provins, effectivement on est à plus de 20 km d'une gare. Et c'est presque mathématique. Donc ça alimente une crispation qui a des conséquences aussi politiques. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est effectivement
ce que ça montre, ce graphique-là, moi je le trouve hyper pertinent, mais c'est que globalement, moins on a de services publics, plus on est éloigné des services publics. En fait, c'est ça que ça veut dire, parce que les transports, la mobilité, c'est du service public aussi. Et ça, je tiens à le souligner. Donc, sur les freins, moi j'en identifie deux. Un frein financier aujourd'hui. Bon, il y a une question de volonté politique, déjà. Bon, voilà, ça, il faut le dire. Parce que c'est du service public, donc c'est vraiment une volonté politique. Mais aujourd'hui, moi j'identifie deux gros freins, le frein financier et le frein institutionnel. Sur le frein financier, en gros, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que du coup, on paye les pots cassés de n'avoir pas suffisamment investi dans les lignes structurantes du territoire et d'avoir fait du tout TGV. Donc on a aujourd'hui un besoin assez énorme d'investissement financier. Ce qui explique aussi qu'il y a eu beaucoup de discussions organisées ces derniers mois, je pense à la conférence Ambition France Transport par le ministre des Transports, qui avait pour objectif justement de trouver des nouveaux leviers, d'activer des leviers pour se dire comment on va financer le ferroviaire et comment on va rajouter par an 1,5 milliard de plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux moyens. Enfin, le moyen de financer la rénovation du réseau, parce que l'État c'est 100% État français, enfin ça appartient à l'État français, c'est globalement ce qu'on récupère des péages ferroviaires. Et en plus de ça, la SNCF abonde par rapport à son chiffre d'affaires, abonde de l'argent pour la rénovation et la modernisation du réseau, ce qui n'est pas le cas des nouveaux concurrents dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, on en parlera peut-être, mais il manque quand même de l'argent, 1,5 milliard, c'est énorme. Donc on reviendra peut-être sur les conclusions de cette conférence, parce que c'est un peu en lien avec l'actualité et les dernières annonces du ministre, mais globalement on a un vrai frein financier aujourd'hui de comment on finance, et si on ne finance pas, en fait là ce qui va arriver c'est, le réseau il fait 30 000 km environ, la moitié quasiment est menacée de fermeture, peut-être pas la moitié mais un tiers est menacé de fermeture dans les 5 à 10 ans sur les petites lignes parce que non modernisées, pas de rénovation. Il y a quand même un vrai enjeu derrière tout ça autour de la mobilité. Enfin, je veux dire, là on est en train de se dire, on va s'en appeler des solutions, mais là on est quand même à un point assez critique et donc ça c'est le levier financier qui paye. Et dans le contexte actuel, c'est quand même un vrai sujet. Et ensuite, institutionnel, parce qu'aujourd'hui, la compétence mobilité, au-delà du ferroviaire, elle est fracturée un peu partout. Entre les collectivités, entre l'État. Donc en fait, ça alimente aussi le débat de qui paye, qui est en responsabilité. Et tout ça fait que c'est assez compliqué comme situation aussi. Et l'État, au niveau central, se désengage quand même progressivement de ces sujets, comme d'autres sujets par ailleurs. Mais voilà, donc pour moi, c'est deux énormes freins. Et tout ça finalement dépend d'une volonté politique à faire avancer les choses, à mettre de l'argent, à revoir peut-être la gouvernance aussi. Je pense que c'est un vrai sujet. Et ce que tu disais, c'est qu'en fait tout ça, ça alimente un vrai sentiment dans les territoires de... On a relégué les gens, en fait, vous êtes rien, on s'en fiche, on vous donne pas de transport, que vous soyez jeune, pas jeune, vous n'avez pas de transport en fait, voilà, dans ces territoires-là. Et ça alimente un sentiment qui, après, se traduit d'une certaine manière d'un point de vue politique. Et c'est ce qui se démontre aussi avec les mobilisations que tu dois suivre sur la mobilisation des centrins, la mobilisation autour de la ligne POLT, voilà, mais des lignes de cette région-là où c'est catastrophique. Enfin, il y a un vrai, et c'est ce que les gens disent quand ils sont interviewés, on se sent abandonné quoi. Voilà. Du coup, à ce propos, comme il y a un enjeu d'investissement, comment on peut juger d'une pertinence économique d'une ligne? Est-ce qu'il faut aller au-delà, juger la pertinence sociale, écologique de cette ligne? Est-ce qu'il faut nécessairement juger de la pertinence économique uniquement d'une ligne? Et si oui, comment on le fait? Moi, je pense que c'est un tout. En fait, c'est un tout. Le réseau ferroviaire, voilà, il y a à la fois un maillage qui est territorial, donc là, on sait que ça va être moins rentable, et tout le monde le sait, hein, et à la fois des lignes un peu structurantes, dont le TGV. Et à travers, c'est presque plusieurs modes de transport, et c'est pas du tout les mêmes finalités. Et ces modes de transport doivent être combinés pour que les uns, donc, qui sont les plus rentables, donc on va surtout citer les TGV, participent au financement de lignes qui sont un peu plus déficitaires, qui sont les lignes, les trains d'équilibre du territoire, et aussi ce qu'on appelle les lignes de desserte fine. Et, pour moi, c'est un équilibre à trouver comme ça. On ne peut pas dire qu'il y aura des lignes qui sont toujours déficitaires, et c'est un fait. Alors même si on va pouvoir aussi augmenter, parce que voilà, il y a des trains qui circulent, si le remplissage est un petit peu augmenté et va jusqu'à 80-90%, ce sera déjà bien, mais ça peut ne pas suffire. Donc il faut qu'il y ait une péréquation entre grandes lignes et petites lignes. Et pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, c'est exactement le cas, et ce système-là de péréquation il est complètement remis en cause aujourd'hui avec l'ouverture à la concurrence. Une nuance, c'est que le TGV n'est pas du service public, donc le TGV est une activité commerciale qui rapporte de l'argent. Il n'y a pas d'obligation de service public. Par contre, tout ce qui est TER, train d'équilibre du territoire, c'est du service public. Donc est-ce que le service public déjà a vocation à être rentable?
Moi, je crois que non. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut regarder, la pertinence, il faut regarder quand même économiquement, il faut regarder les fréquentations, il faut regarder le besoin auquel ça répond. Mais si on a une offre de service pourri, je suis désolée, mais les gens ne vont pas l'utiliser. Donc c'est aussi un moyen de dire, on ferme parce que les gens n'utilisent pas. Mais le service est pourri, c'est normal. Il y a la pertinence écologique aussi. La pertinence dans le cadre de l'aménagement du territoire et comment on va desservir les différents territoires en France et on relie les activités économiques. Donc en fait, quel est le bénéfice de ces lignes-là, au-delà de juste de se dire on perd de l'argent. En gros, c'est du service public, donc pour moi, il y a beaucoup d'autres facteurs, je suis complètement d'accord avec toi, qui rentrent en compte, notamment le facteur quand même écologique, dessert des territoires, sentiment aussi et réponse aux besoins de la population. Donc oui, même le TGV, c'est pas rentable. Le TGV, il y a un tiers qui rapporte de l'argent, Lyon-Paris, Paris-Marseille, globalement. Un tiers, c'est à l'équilibre, un tiers, c'est déficitaire. Donc même sur de l'activité TGV. Donc le critère économique, je crois, n'est pas le seul prisme à avoir. D'accord. Voilà. Et Gurvan? Oui, je souscris à ce qui a été dit. Globalement, il y a effectivement il y a toujours la loi du marché qui décide de beaucoup, mais effectivement, je suis d'accord. Il faut prendre les problématiques dans leur ensemble. En fait, finalement, il y a effectivement la question écologique qui est centrale, et puis il y a effectivement cette question de qu'est-ce que veut la population, quels sont ses besoins. Là, effectivement, il faut pourquoi pas des consultations locales, mais en tout cas, effectivement, il faut prendre le problème dans sa globalité. Et pour revenir peut-être un petit peu aussi rapidement sur le diagnostic, parce qu'on est quand même un podcast sur la jeunesse, et on n'en a pas encore parlé en détail, mais sur la question des jeunes. Les jeunes en milieu ruraux, qui n'ont pas forcément de bourse, dont les parents n'ont pas forcément les moyens d'aller payer un appartement hors de prix dans la métropole, que ce soit Paris ou ailleurs, pour payer ses études et qui souhaitent faire des études supérieures, ce qui n'est pas le cas déjà de la plupart des jeunes en milieu ruraux. Pour ceux qui veulent faire des études, c'est effectivement très difficile, parce qu'il y a parfois 3 heures de transport par jour, parfois 4, sans avoir le choix, avec des transports qui ne passent pas en soirée, donc même sans parler de la question des loisirs, de la question de l'accès au beau et au bon, j'aime bien cette expression, il y a déjà cette précarisation au niveau de l'université, on a des taux d'échec scolaires qui sont plus importants. Sur le passage du permis aussi, c'est une problématique importante, parce qu'on a des jeunes qui sont obligés de passer le permis, qui n'ont pas le choix, donc c'est un coût extrêmement important que eux ne peuvent pas toujours se permettre, que les parents ne peuvent pas toujours se permettre. C'est aussi un investissement, des temps pris sur le temps d'études. Donc voilà, je voulais ajouter ça dans le diagnostic parce que je pense que ça me paraît important. Et donc maintenant qu'on a fait le constat, à moins que vous souhaitiez compléter, on peut passer à la question des solutions et de l'avenir. Et donc à ce propos, à l'heure justement de l'ouverture de la concurrence, tu as fait la transition, quel avenir pour cette petite ligne, d'autant plus que récemment, Jean Castex affirmait que la SNCF maintiendrait les petites lignes quoi qu'il en coûte, malgré la concurrence. Qu'est-ce qu'il en est sur vos terrains respectifs, encore une fois, ou au plus grande échelle? Est-ce que c'est viable, entre autres? Si ça vous dérange pas, je donne le cadre global. Donc l'ouverture à la concurrence, elle se matérialise de 2 façons. Dans le TER et dans les trains d'équilibre du territoire, donc les trains intercités, intercités c'est l'État qui gère, les TER c'est les régions, et on a le TGV. Donc le TGV c'est par open access, ce qu'on appelle open access, c'est-à-dire moi je suis Train Italia, je veux faire circuler des trains, j'ai mon matériel, je fais une demande et ça m'est accordé a priori en fonction des capacités, versus TER, train d'équilibre du territoire, c'est des appels d'offres auxquels je réponds. Voilà, donc ça c'est 2 façons de traiter, il faut expliquer qu'il y a cette subtilité-là. Aujourd'hui, la SNCF, elle finançait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle finançait les petites lignes parce que globalement c'était permis aussi par le fait qu'elle gagnait de l'argent sur le TGV. Là on prend par exemple Paris-Marseille, où la concurrence c'est là où elle s'installe le plus en fait, parce que la concurrence n'a aucun intérêt à aller sur des lignes qui ne rapportent pas d'argent. Enfin, c'est le principe de l'entreprise privée, j'ai envie de dire, quand j'ai dit ça, j'ai pas révolutionné les choses, mais du coup ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les lignes déficitaires, ça n'intéressera jamais la concurrence. Donc ça veut dire que la SNCF va perdre des parts de marché et perdre de l'argent, ce qui est normal quand on rentre dans une activité concurrentielle. Ce qui pourra un peu contrebalancer, c'est du coup la demande elle est très très forte et la SNCF effectivement peut-être ne faisait pas rouler suffisamment de trains pour du coup absorber cette demande. Après la question qui se pose c'est est-ce que ça doit être SNCF, est-ce que ça doit être d'autres concurrents?
puisqu'il faut juste mettre plus de trains sur les lignes. Voilà, ça je trouve que c'est une question qui est pertinente quand même. Mais du coup, en fait, ce que ça veut dire, on va continuer à maintenir les petites lignes. Ça, c'est du discours politique, parce qu'il vient aussi d'être nommé, donc il a tout intérêt à dire ça, vu en plus toutes les mobilisations depuis 2 ans sur les fermetures de lignes, etc. Mais ça, ce sera un choix politique. Et aujourd'hui, on dit ça, demain, on ferme les lignes, parce que finalement, c'est aussi les régions qui payent, et les régions, on coupe la bourse. Donc, comment on fait pour payer? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est de l'argent public, ça va se faire à notre détriment aussi, parce qu'on paye les impôts. Donc, j'ai envie de dire, en fait, quel est le bénéfice de tout ça? En gros, l'ouverture à la concurrence, moi, je suis assez critique, parce que j'estime que sur les résultats qui sont annoncés, à part de dire qu'on va mieux répondre à la demande et augmenter l'offre, honnêtement, sur les prix, ça ne se vérifie pas partout, dans tous les territoires, dans tous les pays. La baisse des retards et l'augmentation de la qualité de service, ça ne se vérifie pas partout parce que c'est une question de quelle est la qualité du réseau. Quand vous avez un réseau, encore une fois, pourri, que ce soit Trenitalia, la RNF, SNCF, c'est pareil, c'est le réseau le problème. Donc voilà, c'est pour donner un peu de contexte sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on dit ça, demain, on dira autre chose. Ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, et encore une fois, c'est à la main des régions. Donc, à moins d'être sous perfusion avec l'État, je signe les chèques, ce qui n'est pas trop la tendance. Voilà, donc je ne remets pas en question, mais fondamentalement, en me disant non, c'est faux et ils vont fermer. Mais honnêtement, quand on regarde les dernières années, il y a eu beaucoup de fermetures de lignes. Donc, c'est du discours politique et de l'affichage pour moi, et on manque de vraies actions de terrain pour montrer que ce qu'on dit, on va le faire. Voilà. Ok. Et peut-être un détail, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais sur la ligne POLT, en fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des gros travaux qui ont été lancés, parce que c'est de l'achat de matériel, mais ça, c'est dans la perspective de quoi? De l'ouverture à la concurrence de la ligne, parce qu'il a été annoncé que la prochaine ligne tête qui serait ouverte à la concurrence, ce sera celle-ci. Donc nécessairement, pour qu'elle soit intéressante pour la concurrence, il faut qu'elle soit en meilleur état. Donc ça questionne aussi sur pourquoi est-ce qu'on fait... En fait, on fait les travaux pour quelle raison? Voilà, je pose cette question, après chacun se fera sa conclusion. Moi je pense que oui, un peu minant sur les trains d'équilibre du territoire et sur notamment la ligne POLT, les travaux étaient quand même déjà un peu engagés avant, mais même ça s'inscrit aussi dans ces politiques-là. Hein. Mais un exemple, la ligne Nantes-Lyon qui a été ouverte à la concurrence, alors je ne sais plus combien il y avait de personnes qui avaient répondu à la candidature, mais le fait est que la SNCF l'a récupérée. Et c'est une politique qui est quand même menée depuis quelques mois, quelques années, de dire que la SNCF sera, quoi qu'il en soit, au rendez-vous sur ces lignes-là, et l'État, qui est quand même actionnaire majoritaire, au moins du groupe, sera... il y aura des liens qui feront que la SNCF sera au rendez-vous sur ces lignes-là. Après, sur l'ouverture à la concurrence, je suis plutôt d'accord avec toi, dans le sens où l'ouverture à la concurrence, en fait, c'est un concept, c'est la libéralisation, et je pense résolument que le ferroviaire n'est pas une activité que l'on met en concurrence comme les autres. Voilà, il y a un cadre qui doit être apporté, et qui visiblement ne semble pas être... il n'existe pas, et puis voilà, on voit qu'il y a un manque. Et c'est comme tu disais, il y a le réseau, et l'offre et les services commerciaux, donc la SNCF Réseau, qui est 100% État en gros, et c'est pas là qu'il va y avoir la concurrence, la concurrence elle est sur les matériaux lourds, comme tu l'as dit, Trenitalia sur les lignes Lyon-Marseille, Lyon-Paris. Et pour moi, l'une des solutions, c'est l'allotissement. Ça, je l'ai vu dans ma région, la région centrale de Loire. Là, c'est la SNCF qui a récupéré, parce qu'il y avait des dates limites, et là, ils pouvaient redonner à la SNCF sans avoir de procédure particulière. Et les travaux qui sont en cours en région centre, c'est de dire, on va créer des lots qu'on va mettre à la concurrence, donc des lots qui vont comprendre des lignes rentables et des lignes pas rentables. Donc, par exemple, la ligne Paris-Tours, Paris-Orléans, Blois-Tours va être mise va être mise dans le même lot qu'une ligne moins rentable comme Tours-Loche, Tours-Chinon, qui elles sont déficitaires. Et donc ça peut être un des moyens de forcer les groupes qui vont proposer une offre sur un territoire, de se dire on n'aura pas que du rentable, il y aura aussi du non rentable, il faut l'accepter. Et je pense que c'est une des manières pour les autorités organisatrices de mobilité, que sont les régions pour les TER, de contraindre ces acteurs-là à assurer une qualité de service importante, parce que ce sera aussi la sorte de pénalité. Et je pense que c'est un des vecteurs les plus... qu'on va vraiment privilégier dans cette optique-là. C'est ce qui se fait en Espagne d'ailleurs, et c'est, moi je trouve une bonne chose aussi. Gurman en 77. Sans empêcher la fermeture de nouvelles lignes, entre guillemets, ou même sans en rajouter.
dans certaines zones, déjà s'occuper du réseau existant et faire en sorte que le réseau existant fonctionne correctement. Parce que là, on a des gens qui sont dans une vraie insécurité sociale, professionnelle et universitaire, et ça touche notamment les jeunes et les étudiants. Et c'est vrai que pour rebondir un petit peu, c'est que les jeunes et le sujet des mobilités, c'est super important. Et bon, même si on sait très bien qu'on ne pourra pas mettre des lignes ferroviaires partout et que la voiture restera importante, il y a un sujet d'intermodalité, donc de voiture-train. Et nous, on le voit beaucoup dans notre région. Et lorsque j'étais membre du Conseil régional de la jeunesse, on a accompagné une politique qui s'est bien mise en place. C'est-à-dire que le réseau a globalement été... la région centre est très investie dans la régénération du réseau, dans une offre qui soit bien meilleure. Et elle a aussi joué sur le volet tarification pour les jeunes. Et c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des tarifs qui vont de moins 50 à moins 70%, voire la gratuité le week-end pour les jeunes. Donc ça a été une révolution dans le désenclavement des territoires. Et ça se lie avec la politique du car. Et on a eu beaucoup de jeunes qui ont eu un accès bien plus massif à ces transports. Parce que même s'il y avait déjà le frein de l'infrastructure, de l'offre qui n'était pas top, mais il y avait le prix aussi qui était assez élevé. Et là, ça a été une double politique qui a vraiment permis un accès bien plus massif, et on l'a vu dans les chiffres. Ça a permis à beaucoup de jeunes de voir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, même en termes de formation, de nouvelles possibilités. Parce que c'est vrai que des fois, même quand il y a juste le frein financier, on ne s'autorise pas à penser toutes les opportunités qu'on peut avoir. Et ça, on l'a beaucoup ressenti dans la région. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi un sujet de gouvernance. Et là, c'est vraiment la région centre qui est investie, elle, dans une politique, ce que peut ne pas avoir une autre région, ou dans de nouvelles formes, dans d'autres formes. La gratuité, pour le coup, pour les jeunes, après la gratuité totale aussi, c'est des choses qui ont pu être évoquées, là en plus dans le cadre municipal. Je pense à Montpellier, par exemple. Marseille aussi, là, j'ai vu un échange aujourd'hui sur ce sujet. Pour moi, la gratuité totale pour tout le monde, je suis pas forcément en phase avec ça, parce que pour moi la priorité c'est plutôt justement de développer les transports et qu'il y a des personnes qui sont en capacité de payer les transports. Par contre, la gratuité pour les jeunes, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier, justement pour leur permettre de plus facilement se déplacer. Mais du coup, pour moi, combiner cette gratuité aussi avec le fait de développer aussi les capacités de transport et la connexion entre les modes de transport. Si on faisait juste ça déjà, on connectait mieux les modes de transport entre eux, on modernisait un petit peu, on regardait un petit peu la qualité de service et l'offre de service sur les lignes existantes, honnêtement, déjà, je pense que ce serait un gros boulot. Donc on n'est pas obligé de se dire qu'on va créer 1 million de nouvelles lignes. Déjà, ce qu'on a, il faut l'utiliser correctement, il faut l'améliorer, il faut mieux connecter les modes de transport entre eux. C'est quand même moins coûteux que développer des nouvelles lignes, et ça aurait déjà des effets bénéfiques. Donc moi je me dis, dans un contexte budgétaire en plus contraint, autant commencer par ça, et après voir plus grand. Et qui dit voir plus grand dit partenariat public-privé, ou que l'argent mette de l'argent, donc c'est des sujets qui sont plus compliqués actuellement. Et c'est pour ça que je pense que la politique ferroviaire, et même des transports en général, devrait être une priorité nationale, à la fois certes pour tous ces enjeux de mobilité, mais aussi de transition écologique, parce qu'on le voit, les gens ont envie de prendre le train. Ça se voit dans les chiffres, et il y a eu des initiatives qui ont été prises ces dernières années, et on voit que la demande plus importante, la demande d'une meilleure qualité, un peu moins chère, ça va créer l'offre, et c'est comme ça, comme tu le disais, qu'on va pouvoir régénérer, préserver le réseau existant, et ensuite avoir l'ambition d'aller un peu plus loin et de voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est sûr qu'une fois qu'il y a une offre qui est stabilisée et une demande qui est bien là, tout de suite ça va bien rouler sur les rails. Tout à fait. Et concrètement, quel levier on a pour moderniser le réseau, ou maintenir les petites lignes, ou développer les transports? Quelle perspective en fait Ce on qu'il a? faut, c'est de l'argent. Voilà, je crois que c'est le sujet, il faut de l'argent. Et du coup, je parlais tout à l'heure de l'ambition de France Transport, où il y a eu, c'est une conférence cet été qui a eu lieu pour trouver des leviers pour financer. Parmi ce levier, c'est à la fin des concessions autoroutières, en fait, du coup, récupérer ces redevances pour les investir dans les infrastructures de transport, notamment ferroviaires, ce qui est une idée intéressante. Il y a d'autres leviers qui peuvent être activés aussi, mais la question c'est que la fin des concessions c'est 2032 je crois, et c'est pas tout de suite, alors qu'on a besoin d'argent quand même maintenant, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon le réseau va continuer à se dégrader. Donc, et 1,5 milliard c'est quand même une belle somme, en plus de ce qui est déjà mis, donc
faut voir là, ce que le ministre va proposer. Il a fait une première intervention au Conseil des ministres, il va sortir une loi qui permettra finalement de cadrer les moyens de financement et d'avoir une loi de financement pluriannuel, ce qui est intéressant. Mais par exemple, ce qui manque aujourd'hui, c'est que ce besoin de 1,5 milliard, il n'est pas inscrit en tout cas dans le premier texte à présenter le ministre. Donc ça questionne. Après, il y a plein d'autres choses qui questionnent, mais voilà, qui dépassent le cadre de cette question-là. Il y a un sujet intéressant sur la tarification, où dans sa proposition, lui, il propose d'indexer les prix des billets sur l'inflation, ce qui pose quand même une question sur le prix. Parce que déjà que c'est pas donné, surtout sur la partie TGV, si on indexe sur l'inflation, du coup, globalement, ça va peut-être dire augmentation. Bon, alors que les gens ont envie de prendre le train, mais surtout les gens ont envie de prendre le train pas cher. Et il faut que ce soit pas cher pour que les gens ils prennent le train plutôt que la voiture, et surtout qu'ils arrêtent de se déplacer toujours en voiture. Enfin voilà, c'est le levier financier qu'il faut activer. Donc globalement, aujourd'hui, il y a plein d'innovations possibles de se dire oui, on va mettre transport à la demande, mais en fait, ça ne constitue pas une vraie politique de mobilité et de transport en commun. Donc moi, je considère qu'en fait, on peut faire du make-up, quoi, mais ça ne va pas être satisfaisant pour les populations. Donc voilà, il est temps, je pense, de s'intéresser, d'écouter les gens aussi qui nous disent là, c'est pas satisfaisant, là, on n'est pas content. Il n'y a aucune écoute. Ouais, c'est vrai que c'est quand même différents enjeux qui se combinent, le technique, le politique, des fois, il y a un peu de contradiction, et on le sait, c'est lié aussi aux freins structurels, comme on voit sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse, où il y a des investissements qui n'ont pas été faits depuis des fois assez longtemps. Et c'est vrai que quand on remet la machine en marche, voilà, la priorité c'est la régénération des rails. Ensuite, il y a la signalisation qui vient, parce que si la signalisation est ancienne, et on sait que c'est un gros sujet en France, et il y a moins de trains sur les sillons, donc on ne permet pas d'avoir une offre qui est suffisante, comme tu disais, sur la ligne Paris, de Lyon, Marseille, même si là il y a une nouvelle initiative qui permet d'avoir plus de trains. Donc pour moi, la priorité c'est la régénération du réseau existant, et je pense que la carte qui a été dévoilée il y a quelques semaines par SNCF Réseau est quand même très ambitieuse, et ça doit créer une dynamique en ce sens. C'est aussi le matériel roulant qui doit s'adapter au réchauffement climatique. On le voit sur nos lignes de train d'équipe du territoire, avec des matériels qui ne peuvent pas rouler au-dessus d'une certaine chaleur, des pannes à répétition. Donc réseau, matériel roulant, et ensuite on pourra avoir l'ambition de nouvelles politiques, de régénération d'autres lignes. Et aussi, il faut se dire qu'il y a des rails, mais ce qu'on fait rouler dessus, c'est pas forcément des gros trains, c'est des trains qui sont adaptés aux capacités et aux besoins des territoires. Et donc c'est vrai que quand on voit les investissements qu'on fait aujourd'hui, voilà, c'est des gros travaux, parce qu'il y a des gros trains qui passent dessus avec une cadence qui est assez importante, mais il y a des communes qui pourraient être desservies par des lignes qui sont certes fermées aujourd'hui ou en phase de fermeture, mais dont le matériel pourrait être moins lourd et plus adapté à leurs besoins. On le voit avec l'initiative Drési, Telly qui vont se mettre en place dans les prochains mois, prochaines années, qui pourraient être de nouvelles solutions à un transport vert, voilà, parce que c'est aussi une priorité, oui. Et qui permet d'avoir un service plus flexible que des gros trains qui restent très importants, mais qui ne sont pas forcément adaptés à tout type de besoin. Ce sera le mot de la fin. Si au moins vous vouliez rajouter quelque chose, mais on peut conclure ici. Résumer plus de coordination, plus d'investissement, plus de modernisation aussi, l'ouverture des petites lignes. C'est autant d'aspects que soulève cette question entre la fracture des transports entre jeunesse rurale et jeunesse urbaine. Ça initie des nouvelles perspectives pour remédier à ces fractures. Donc je remercie nos différents intervenants d'être venus. Je remercie également notre équipe technique derrière et nos auditeurs. Et je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, YouTube, Deezer, Spotify, pour écouter ce podcast et également les précédents. Et merci, à bientôt.